Elle a décidé que nous n'étions plus assez proches et a dit que c'était une question de principe. Le lendemain, elle s'attendait à ce que les choses continuent selon ses conditions. J'ai dit que je prenais aussi mes distances. Elle n'a pas pris ce changement avec calme. C'était un mercredi soir ordinaire dans notre appartement du quartier de Batignolles, le genre de soirée que nous avions partagé des centaines de fois au cours de l'année et demie écoulée. L'air de mars portait encore le froid de l'hiver dehors, et je pouvais entendre notre voisine, Madame Dubois, promener son très vieux bigle dans le couloir. Amélie était recroquevillée sur notre canapé d'occasion, lisant un livre pendant que je finissais de charger le lave-vaisselle avec nos assiettes du dîner. Soirée spaghetti, son plat préféré. C'était notre routine. Je nettoyais la cuisine pendant qu'elle décompressait de son travail dans le marketing, puis nous nous installions ensemble pour regarder quelque chose sans prise de tête sur Netflix avant de dormir. Simple, confortable, exactement le genre de bonheur domestique que nous avions construit ensemble depuis notre emménagement. Quand je me suis assis à côté d'elle et que j'ai passé mon bras autour de son épaule comme je l'avais fait tous les soirs depuis des mois, elle s'est retirée comme si je venais d'essayer d'attraper une poêle brûlante. Pas seulement un léger décalage ou un geste du genre « donne-moi une seconde ». Un recul complet, accompagné d'un regard que je n'avais jamais vu auparavant. Nous devons parler de quelque chose, dit-elle en fermant le livre d'un claquement délibéré qui résonna dans notre petit salon. Je pouvais maintenant voir le titre, gravé en lettres d'or sur une couverture violette, limite en amour, récupérez votre identité individuelle dans les relations amoureuses. Génial. D'accord, dis-je en me réinstallant dans les coussins et en essayant de garder une voix neutre. À quoi penses-tu? Mais je sentais déjà quelque chose changer dans la pièce, une sorte de modification de la pression atmosphérique qui me serrait l'estomac. Amélie ne voulait jamais avoir de conversation sérieuse pendant notre moment de détente, et elle ne lisait certainement jamais de livres de développement personnel sur les relations. J'ai beaucoup réfléchi à la dynamique de notre relation ces derniers temps, dit-elle, et la façon dont elle a prononcé cette phrase donnait l'impression qu'elle l'avait répétée devant un miroir. Sa posture était différente aussi. Plus droite, en quelque sorte, comme si elle se préparait pour une présentation. Je pense que nous sommes tombés dans des schémas qui ne sont sains pour aucun de nous deux. Nous sommes trop fusionnels. Fusionnels. C'était définitivement un nouveau mot pour nous. En 3 ans de relation, Amélie n'avait jamais utilisé de terminologie psychologique pour décrire notre couple. Elle aurait plus probablement dit que nous étions paresseux ou coincés dans une routine si elle pensait que nous devenions trop confortables. Nous vivons ensemble, dis-je en essayant de garder un ton léger. Nous partageons un lit, nous divisons le loyer, nous nous disputons pour savoir à qui est le tour d'acheter du papier toilette. Nous sommes censés être proches. C'est exactement ce que je veux dire. Elle posa le livre de côté et se tourna vers moi avec cette expression sérieuse que je n'avais jamais vue auparavant, comme une thérapeute qui annonce un diagnostic. La véritable intimité requiert une intégrité individuelle. J'établis des limites saines basées sur mes principes. Voilà. La phrase qui allait devenir ma combinaison de mots la moins préférée de la langue française. La façon dont elle a dit « principe » donnait l'impression que j'avais violé une loi fondamentale de l'univers juste en voulant faire un câlin à ma petite amie après une longue journée. De quel genre de limite parlons-nous, demandai-je, bien qu'une partie de moi ne voulait pas connaître la réponse. J'ai besoin de prendre mes distances avec certains de nos schémas physiques et émotionnels pour maintenir mon sens de moi-même. Il s'agit d'intégrité émotionnelle, continua-t-elle, comme si elle lisait un script. Nous avons développé des comportements codépendants qui nous empêchent de grandir en tant qu'individus. Codépendant. Encore un nouveau mot. Je suis resté assis un moment, essayant de digérer ce qu'elle venait de dire. 3 ans ensemble, 18 mois à vivre dans cet appartement douillet de la rue des Dames, à planifier des week-ends à Deauville, à parler de peut-être prendre un chien lorsque notre bail serait renouvelé au printemps prochain. Et soudain, elle avait besoin de prendre ses distances avec nos schémas, pour maintenir son sens de soi. Depuis quand as-tu besoin de maintenir ton sens de toi-même face à moi, demandai-je. Depuis toujours, Michel. Je n'avais simplement jamais eu les mots pour le décrire avant. Les mots pour le décrire, bien sûr. Car apparemment, notre relation avait été une sorte de situation oppressive qu'elle avait finalement appris à décrire avec la terminologie appropriée. Je jetai un coup d'œil au livre, me demandant où elle l'avait eu et qui le lui avait recommandé. Son téléphone vibra sur la table basse, s'illuminant d'une notification de message.
Elle y jeta un regard rapide, et j'entrevis le nom en haut de l'écran. Sophie. Cela expliquait beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que cela signifie exactement, demandai-je. Cela signifie que je prends du recul par rapport à l'affection physique automatique et à une partie de la dépendance émotionnelle que nous avons développée. J'ai besoin de redécouvrir mon identité individuelle au sein de notre partenariat. Identité individuelle. Dépendance émotionnelle. C'était définitivement l'influence de Sophie. Amélie avait passé beaucoup de temps avec elle ces derniers temps. Sophie, qui avait divorcé 2 fois et avait des opinions très arrêtées sur la manière dont les femmes devaient gérer leurs relations. D'accord, dis-je finalement. Si c'est ce dont tu as besoin. Elle parut surprise que je ne discute pas. Vraiment? Oui. Si tu as besoin d'espace pour maintenir ton sens de toi-même, alors tu devrais l'avoir. Elle sourit alors, la première expression authentique qu'elle avait montrée de toute la soirée. Merci de comprendre. Mais je n'étais pas sûr de comprendre quoi que ce soit. Je la regardais rassembler son livre et son téléphone, se dirigeant vers la chambre. Elle s'arrêta sur le seuil. Cela ne change rien à ce que je ressens pour toi, dit-elle. Il s'agit juste de créer des dynamiques plus saines. Après qu'elle eut fermé la porte de la chambre, je pouvais entendre sa voix à travers les murs fins, animée, excitée, même probablement en train de rapporter à Sophie à quel point sa mise en place de limites s'était bien passée. Je suis resté sur le canapé à penser à cette phrase, établir des limites saines basées sur ses principes. Plus je la retournais dans ma tête, plus elle ressemblait à une arme déguisée en vocabulaire de développement personnel. Jeudi matin apporta une nouvelle dynamique fascinante à notre appartement. Amélie se déplaçait dans notre petite cuisine comme si de rien n'était, comme si elle n'avait pas redéfini les termes fondamentaux de notre relation 12 heures plus tôt. Elle se versa son café de la machine à café, celle que je lui avais achetée pour Noël, ajouta ses 2 sucres habituels et une touche de crème, vérifia ses messages sur son téléphone et commença à parler de sa journée comme si nous n'avions pas eu la conversation la plus étrange de nos 3 ans de relation. N'oublie pas que nous rencontrons Sophie et son nouveau rencard samedi à ce bar à vin sur la rue Montorgueil, dit-elle en remuant le sucre dans sa tasse avec la petite cuillère de notre service de couvert dépareillé. Je leur ai dit 19h30. L'endroit est bondé après 20h. J'étais assis à notre petite table de petit déjeuner, en train de beurrer une tartine, l'écoutant organiser notre vie sociale comme elle le faisait toujours. C'était le domaine d'Amélie. Elle organisait notre calendrier social, se souvenait des anniversaires, réservait des restaurants et coordonnait les activités de groupe. Elle était douée pour ça, et j'avais toujours été heureux de la laisser prendre les devants. Comme si elle était toujours chargée d'organiser nos activités du week-end, même si elle venait de prendre du recul par rapport à la dépendance émotionnelle, la veille. L'ironie ne m'a pas échappé. Elle avait besoin de distance par rapport à l'intimité physique pour maintenir son identité individuelle, mais elle s'attendait toujours à ce que je me présente là où elle décidait que nous devions aller. En fait, dis-je en posant mon couteau et en la regardant droit dans les yeux, j'établis aussi des limites saines. La cuillère cessa de bouger dans sa tasse de café. Elle leva les yeux vers moi avec cette expression confuse, comme si je venais de commencer à parler en grec ancien. J'ai besoin de prendre mes distances avec la planification de notre vie sociale pour maintenir mon sens de moi-même, continuai-je, en utilisant son ton exact de la veille. Il s'agit de mon intégrité individuelle. Elle me fixa comme si je venais d'annoncer que je rejoignais une secte. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as entendu. Je prends du recul par rapport à la planification sociale automatique et à une partie de la dépendance en matière de gestion du foyer que nous avons développée. J'ai besoin de redécouvrir mon identité individuelle au sein de notre partenariat. Je lui renvoyai ses propres mots, avec le langage thérapeutique qu'elle avait manifestement tiré de ce livre ou de ses récentes conversations avec Sophie. Ça, c'est complètement différent, balbutia-t-elle en posant sa tasse plus fort que nécessaire sur notre petite table. En quoi? Parce que ce sont des choses pratiques. Quelqu'un doit organiser ces choses. On ne peut pas simplement ne pas avoir de plans sociaux. Et quelqu'un doit maintenir l'intimité physique dans une relation, répondis-je calmement. Mais tu as pris tes distances avec ça en te basant sur tes principes. Son visage commença à rougir, comme toujours quand elle était frustrée mais essayait de rester calme. Tu es ridicule. Je suis cohérent. Si nous établissons de nouvelles limites concernant le maintien de nos identités individuelles, alors elles s'appliquent à nous deux.
Je ne vois pas pourquoi ton besoin d'espace émotionnel est plus valable que mon besoin d'espace logistique. Mais j'ai besoin que tu t'occupes de ces choses, dit-elle, et pour la première fois, j'entendis une pointe de panique dans sa voix. Et j'avais besoin que tu ne me traites pas comme un étranger violent et limite et essayant d'imposer un contact physique non désiré. Mais nous en sommes là. Elle ouvrit la bouche pour argumenter, puis sembla réaliser qu'elle n'avait pas de bonne répartie. La logique était implacable, et elle le savait. Si établir des limites était une question de principe et d'intégrité individuelle, alors mes limites étaient tout aussi valables que les siennes. Au lieu de cela, elle prit sa tasse de café et se dirigea vers les escaliers. Cette conversation n'est pas terminée, lança-t-elle en s'éloignant. Tu as raison, dis-je à sa silhouette qui disparaissait. Elle ne fait que commencer. J'entendis la porte de la chambre claquer, suivi immédiatement par le son étouffé de sa voix au téléphone, appelant probablement Sophie pour obtenir du soutien et de la validation. Mais ce qu'elle ne comprenait pas encore, c'est que je ne jouais pas un jeu temporaire ou n'essayais pas de marquer un point. Si elle voulait redéfinir à quoi ressemblaient les limites dans notre relation, alors nous allions explorer cette définition en profondeur. Vendredi apporta une escalade que je sentis monter dès le moment où Amélie partit travailler ce matin-là. Elle avait envoyé des messages à quelqu'un sans arrêt pendant le petit déjeuner, ses pouces volant sur l'écran de son téléphone avec une intensité inhabituelle. Quand je lui ai demandé à qui elle parlait, elle m'avait donné une réponse vague, je coordonne juste des plans pour le déjeuner, qui ne sonnait pas tout à fait juste. Elle rentra ce soir-là avec des plats à emporter de ce restaurant thaïlandais cher du centre-ville, ce qui était inhabituel car nous cuisinions généralement ensemble le vendredi soir. Mais plus révélateur était son comportement. Elle avait l'énergie déterminée de quelqu'un qui avait passé l'après-midi à recevoir des conseils stratégiques de Sophie et de sa sœur, Caroline, qui traversait sa propre bataille de garde compliquée. Nous devons discuter de cette situation, annonça-t-elle en posant les contenants de nourriture sur notre table de cuisine et en les arrangeant avec une précision délibérée. Elle traitait cela comme une réunion d'affaires, avec le ton formel qu'elle utilisait pour les conversations difficiles à son travail de marketing. Bien sûr, dis-je en prenant des assiettes dans le placard. De quoi y a-t-il à discuter? Ce que tu fais n'est pas la même chose que ce que je fais, commença-t-elle, et je pouvais dire immédiatement qu'elle avait été coachée sur ces éléments de langage. La formulation était trop polie, trop soigneusement construite. Ce que j'ai établi mercredi concernait les limites personnelles et la santé émotionnelle. Ce que tu fais, c'est juste revanchard. Je devais lui accorder ça. C'était une façon assez sophistiquée d'essayer de justifier le 2 poids, 2 mesures. Quelqu'un l'avait aidé à élaborer cet argument, probablement autour d'un pad thaï et de nems dans le restaurant où elle avait rencontré Sophie et Caroline pour leur session de stratégie d'urgence. Donc, quand tu établis des limites, c'est pour la santé, dis-je en me servant du curry. Quand j'établis des limites, c'est par méchanceté? Oui, parce que la gestion du foyer et la coordination sociale ne sont pas la même chose que les limites physiques, continua-t-elle, travaillant clairement à partir de son script préparé. L'un concerne l'autonomie corporelle. L'autre, l'entretien de base de la relation. Distinction intéressante. Donc mon autonomie sur mon temps et mon énergie n'a pas d'importance? Ce n'est pas ce que je dis. Alors qu'est-ce que tu dis? Parce qu'on dirait que tu veux le droit d'établir des limites tout en me refusant ce même droit. Elle prit une profonde inspiration, passant clairement à son prochain élément de langage. L'intimité physique est différente parce qu'elle implique le consentement et l'espace personnel. Les tâches ménagères font juste partie de la vie commune. Et la charge émotionnelle ne fait pas partie de la vie commune? Planifier ta vie sociale, se souvenir de tes rendez-vous, gérer ton emploi du temps, ce n'est pas intime? Ça ne requiert pas mon consentement? Je la regardais réaliser que ces arguments soigneusement préparés ne tenaient pas la route face à un examen de base. Sophie et Caroline lui avaient apparemment donné des éléments de langage, mais ne lui avaient pas appris à les défendre contre des questions logiques. Tu déformes tout, dit-elle, se repliant sur la réponse par défaut de quelqu'un dont la position s'effondre. J'applique ta propre logique de manière cohérente. Tu ne veux pas te sentir obligé d'être affectueuse juste parce que nous sommes en couple. Je ne veux pas me sentir obligé de gérer ton calendrier social juste parce que nous vivons ensemble. Tu es délibérément obtus. Je suis précisément aussi obtus que tu l'as été mercredi soir quand tu as décidé de redéfinir toute la dynamique de notre relation sur la base d'une recommandation de livre de ta collègue fraîchement divorcée. Ça a fait mouche.
Son visage rougit et elle posa sa fourchette. Ça n'a rien à voir avec Sophie. Ah non? Quand as-tu commencé à lire des livres de développement personnel sur les relations? Quand as-tu commencé à utiliser des mots comme fusionnel et éco-dépendant pour nous décrire? Parce qu'il y a 3 mois, tu étais parfaitement heureuse avec nos schémas prétendument malsains. Elle ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. Nous savions tous les deux exactement quand cela avait commencé, à peu près au moment où Sophie était revenue à Lyon après son divorce, amère et pleine de théories sur la façon dont les femmes devaient gérer leurs relations de manière plus stratégique. Très bien, dit-elle finalement. J'organiserai ma propre vie sociale. Ne me demande pas, répondis-je. Je maintiens mon sens de moi-même. Arrête de dire ça. Pourquoi? Tu semblais penser que c'était une chose parfaitement raisonnable à dire mercredi soir. Elle repoussa sa chaise de la table, la frustration se lisant sur tout son visage. C'est de la folie. Tu agis comme une personne complètement différente. Non, dis-je. J'agis comme quelqu'un qui a appris un nouveau vocabulaire, limites, principes, intégrité émotionnelle. Il s'avère que ce sont des concepts plutôt utiles. Le reste du week-end suivit le même schéma. Chaque demande, chaque supposition, chaque petite chose qu'elle avait tenue pour acquise reçut la même réponse. Pourrais-je l'aider à chercher des appartements pour la fin de notre bail? Désolé, j'ai besoin de prendre mes distances avec les décisions de logement pour maintenir mon identité individuelle. Pourrais-je aller chercher son ordonnance puisque la pharmacie était près de mon bureau? J'établis des limites concernant les courses en me basant sur mes principes. Samedi apporta un nouveau désespoir. Amélie passa la matinée au téléphone, coordonnant clairement quelque chose. Je pouvais entendre des bribes de conversation depuis la cuisine, où elle nettoyait compulsivement notre appartement déjà propre. Non, il est complètement déraisonnable, dit-elle à quelqu'un, probablement Sophie. Oui, je sais que tu m'avais prévenu que ça pourrait arriver, mais je pensais. D'accord, oui, ça pourrait marcher. Quelques minutes plus tard, je l'entendis passer un autre appel. Sophie, c'est moi. Écoute, je dois annuler ce soir. Quelque chose est arrivé avec la famille de Michel. Non, non, ce n'est pas grave. On peut reporter. C'est plus important en ce moment. Quand elle raccrocha et entra dans le salon, elle avait ce regard déterminé qu'elle prenait lorsqu'elle avait pris une décision. Je pensais qu'on pourrait dîner chez tes parents demain soir, dit-elle, mais quelque chose dans sa façon de le dire semblait calculé. Ta mère a appelé hier et a mentionné qu'il ne nous avait pas vus depuis quelques semaines. Ma mère n'avait pas appelé hier. Je le savais parce que je lui avais parlé jeudi soir et elle n'avait rien mentionné sur le fait de vouloir nous voir. Mais je savais aussi qu'Amélie préparait quelque chose, et j'étais curieux de voir en quoi consistait son plan. Ça a l'air sympa, dis-je. Devrions-nous apporter quelque chose? J'ai déjà fait ce pain à la banane et aux pépites de chocolat que ton père aime, dit-elle en désignant le comptoir de la cuisine où un pain perfectly emballé refroidissait. Amélie n'avait jamais fait de pain à la banane pour ma famille auparavant. Elle mettait le paquet pour la performance qu'elle avait prévue. Le dimanche, elle n'était plus seulement frustrée. Elle paniquait. Je la regardais essayer différentes approches, des tentatives de culpabilisation sur le fait que les relations exigent des compromis, des arguments logiques sur les responsabilités pratiques, même des tentatives de douceur qui auraient pu fonctionner avant. Mais je restais cohérent à chaque fois. Dimanche arriva avec le plan soigneusement orchestré d'Amélie en action. Nous sommes arrivés chez mes parents à Saint-Maur-des-Fossés à 16h, Amélie portant son pain à la banane comme une sorte d'offrande de paix. Comme prévu, mon père était dans le garage à travailler sur sa vieille Buick, et ma mère était dans la cuisine à préparer ce qu'elle appelait le « souper du dimanche », qui n'était en réalité qu'une excuse pour cuisiner trop de nourriture et forcer les restes sur quiconque se trouvait là. Kevin était déjà là, affalé sur le canapé à regarder l'avant-match du PSG et à boire une des bières de mon père. Mon jeune frère avait obtenu son diplôme de l'université de Lyon 2 au printemps et travaillait dans la construction en attendant de savoir ce qu'il voulait faire de sa vie. Il avait 22 ans, était sans filtre et n'avait jamais été particulièrement impressionné par les drames relationnels. « Salut, Michel », lança-t-il en nous voyant entrer. « Amélie, content de te voir. Maman cuisine depuis midi, alors j'espère que vous avez faim. » Amélie sourit et discuta avec Kevin pendant que j'allais aider ma mère dans la cuisine. Elle préparait un rôti de bœuf avec toutes les garnitures,
le genre de repas qui prend la moitié de la journée à préparer et emplit la maison de l'odeur du foyer. Comment allez-vous tous les deux, demanda-t-elle en jetant un coup d'œil vers le salon où Amélie demandait à Kevin des nouvelles de son travail avec un intérêt exagéré. Nous allons bien, dis-je, bien que je soupçonne que ce statut était sur le point d'être mis à l'épreuve. Elle semble un peu énergique aujourd'hui. Ma mère était observatrice. Elle avait élevé 3 garçons et avait un 6e sens pour savoir quand quelqu'un tramait quelque chose. Amélie jouait définitivement un rôle à un niveau plus élevé que d'habitude, riant trop fort aux histoires de Kevin et complimentant les choix de décoration de ma mère avec un enthousiasme inhabituel. Le dîner se déroula normalement jusqu'à environ la moitié du rôti. Amélie avait été l'invitée parfaite, complimentant la nourriture, posant des questions réfléchies sur le récent voyage de mes parents à l'île de Ré, et présentant son pain à la banane fait maison, que mon père avait loué avec enthousiasme. Elle s'était portée volontaire pour aider à faire la vaisselle et avait discuté avec Kevin de son travail dans la construction avec un enthousiasme inhabituel. Mais je sentais qu'elle préparait quelque chose, comme une tempête qui prend de la pression. Michel a été un peu différent ces derniers temps, dit-elle pendant une accalmie dans la conversation, sa voix portant juste la bonne note de confusion inquiète. Plus distant, je suppose. Pas tout à fait lui-même. Ma fourchette s'arrêta à mi-chemin de ma bouche. Ça y était. Différent comment, demanda ma mère, passant immédiatement en mode mère protectrice. Je suis probablement juste sensible, continua Amélie, jouant son rôle à la perfection. Mais il semble renfermé, comme s'il se retirait de notre relation. J'essaie sans cesse de comprendre ce qui a changé. Kevin leva les yeux de son assiette, soudainement intéressé. Mon père posa sa bière. Ma mère étudiait mon visage avec l'intensité d'un détective examinant des preuves. « Tout va bien au travail ?» me demanda mon père. « Le travail va bien » dis-je calmement. Je n'allais pas laisser Amélie contrôler ce récit sans présenter les faits. « Ce n'est pas le travail » dit Amélie rapidement. « C'est plus personnel que ça. Plus lié à la relation. » « Quel genre de problème de couple ?» insista ma mère, sa voix se faisant légèrement plus aiguë. C'était le moment d'Amélie. Elle avait manœuvré la conversation exactement là où elle le voulait, avec toute ma famille concentrée sur ses préoccupations concernant mon comportement. Dans son esprit, c'était là que la pression familiale entrerait en jeu, où tout le monde me dirait d'arrêter d'être difficile et de redevenir le petit ami arrangeant auquel elle était habituée. Mais elle avait fait une erreur de calcul cruciale. Elle avait oublié que ma famille me connaissait assez bien, et qu'ils la connaissaient aussi. Il pouvait sentir quand quelque chose ne collait pas. C'est difficile à expliquer, dit Amélie, jouant parfaitement la petite amie confuse et blessée. Il est juste différent. Froid, je suppose. Comme s'il ne voulait plus être proche. Je la laissai finir sa performance avant de répondre. Elle avait brossé un tableau d'elle-même en tant que petite amie inquiète face à un petit ami inexplicablement distant. C'était une bonne histoire, bien racontée, et elle aurait pu fonctionner si elle avait parlé à des gens qui ne nous connaissaient pas tous les deux. Laissez-moi vous poser une question à tous, dis-je en posant ma fourchette et en regardant autour de la table. Si quelqu'un vous disait mercredi soir qu'il avait besoin d'établir des limites dans sa relation et de prendre du recul par rapport à l'intimité physique pour maintenir son intégrité individuelle, penseriez-vous qu'il est raisonnable que son partenaire applique le même principe à d'autres domaines? La pièce devint très silencieuse. La bière de Kevin s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Mes parents échangèrent un regard. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement mercredi soir ?» demanda ma mère, son ton changeant complètement. Le visage d'Amélie commença à perdre ses couleurs. Ce n'était pas ainsi que son script était censé se dérouler. Elle m'a dit qu'elle établissait des limites saines basées sur ses principes, continuai-je calmement. Elle a dit qu'elle avait besoin de prendre ses distances avec nos schémas physiques et émotionnels pour maintenir son sens de soi. Elle a dit que notre relation était devenue codépendante et fusionnelle. Fusionnelle, répéta mon père en haussant un sourcil. Et quand je lui ai demandé ce que cela signifiait concrètement, elle a expliqué qu'elle prenait du recul par rapport à l'affection physique automatique et à la dépendance émotionnelle pour redécouvrir son identité individuelle au sein de notre partenariat. Kevin laissa échapper un sifflement bas. Mince, Amélie, c'est du sacré jargon de psy. Ton langage, Kevin, dit ma mère automatiquement, mais son attention était entièrement concentrée sur Amélie, qui avait l'air de plus en plus mal à l'aise. Donc, après qu'elle a établi ses limites, continuai-je, j'ai pensé qu'il était juste d'en établir quelques-unes aussi.
si elle avait besoin de prendre ses distances avec l'intimité physique pour maintenir son sens de soi, alors j'avais besoin de prendre mes distances avec la planification sociale et la gestion du foyer pour maintenir le mien. Ce n'est pas la même chose, dit Amélie rapidement, mais sa voix manquait de la confiance qu'elle avait montrée plus tôt. En quoi est-ce différent, demanda mon père. Ça ressemble au même principe pour moi. Parce que les limites physiques concernent le consentement et l'autonomie personnelle, dit Amélie, se rabattant sur ces éléments de langage préparés. Les responsabilités ménagères ne sont que des obligations de base du partenariat. Donc, ton autonomie compte, mais pas la sienne, demanda Kevin, allant droit au cœur du problème avec la franchise brutale que seuls les jeunes frères peuvent avoir. C'est plus compliqué que ça, insista Amélie. Vraiment, demanda ma mère. Parce que de là où je suis, on dirait que tu as décidé de changer les règles de votre relation unilatéralement. Et quand Michel a appliqué ces mêmes règles d'une manière qui ne te plaisait pas, tu es venu ici en espérant que nous ferions pression sur lui pour qu'il revienne à l'ancien arrangement. Le silence qui suivit fut assourdissant. Amélie resta assise là, fixant son rôti à moitié mangé, réalisant probablement que son intervention familiale soigneusement planifiée venait de se retourner contre elle de manière spectaculaire. « Amélie, dit mon père doucement, je dois te demander, d'où est venue l'idée d'établir ces limites en premier lieu. J'ai lu sur les dynamiques de relations saines, dit-elle faiblement. Lui ou parler à quelqu'un, insista ma mère. Le téléphone d'Amélie vibra sur la table et j'entrevis le nom de Sophie sur l'écran. Le timing n'aurait pas pu être plus parfait. Sophie, demanda ma mère, lisant la notification à l'envers. Ta collègue qui vient de divorcer? Amélie hocha la tête à contre-cœur. La même Sophie qui raconte à qui veut l'entendre que son ex-mari était émotionnellement abusif parce qu'il s'attendait à ce qu'elle prépare le dîner et se souvienne de son anniversaire, ajouta Kevin. Ce n'est pas. Elle m'a aidé à comprendre les dynamiques de couple, dit Amélie, mais même elle semblait entendre à quel point cela sonnait faible. Chérie, dit ma mère, sa voix prenant le ton patient qu'elle utilisait lorsqu'elle s'apprêtait à donner une leçon de vie. Je suis mariée à ton père depuis 32 ans. J'ai vu beaucoup de relations fonctionner et beaucoup de relations échouer. Et celles qui échouent ont généralement une chose en commun. Amélie leva les yeux. Elles impliquent des gens qui suivent les conseils de personnes dont les propres relations n'ont pas fonctionné. Sophie essaie juste d'aider, dit Amélie, mais il n'y avait plus aucune conviction dans sa voix. Vraiment, demanda mon père. Parce que d'ici, on dirait qu'elle essaie de te rendre aussi malheureuse qu'elle l'est. Lundi soir, elle rentra à la maison l'air abattu. J'ai appelé mon père aujourd'hui, dit-elle en s'asseyant sur le canapé à côté de moi, mais pas trop près. Elle maintenait toujours ses limites, après tout. Comment va Thomas? Il m'a posé des questions sur toi, sur nous. Elle tira sur un fil du coussin. Je lui ai parlé de notre situation. Et qu'a-t-il dit? Il m'a demandé si je pensais que tu me traitais mal avant mercredi. J'attendis. Et j'ai dit, non, tu as toujours été bon avec moi. Gentil, encourageant, tout ça. Alors, qu'a-t-il dit à ça? Il a dit que ça donnait l'impression que j'essayais de réparer quelque chose qui n'était pas cassé, et que je devrais peut-être réfléchir à la raison pour laquelle je ressentais le besoin de changer les choses. Son père était un homme intelligent, un mécanicien qui avait été marié à la mère d'Amélie pendant 30 ans avant qu'elle ne décède. Il n'utilisait pas beaucoup de mots savants, mais il comprenait les relations. Il a aussi dit quelque chose à propos de Sophie. Quoi à son sujet? Il a dit, prendre des conseils relationnels de quelqu'un qui n'a pas su garder son propre mariage, c'est comme demander à un mécanicien qui n'a jamais réparé une voiture de travailler sur ton moteur. J'ai presque souri à cela. Je crois que j'ai fait une erreur, dit-elle doucement. Quelle partie? Tout. Le truc des limites, écouter Sophie et Caroline, essayer de changer quelque chose qui fonctionnait bien. Elle me regarda alors, me regarda vraiment, pour la première fois de la semaine. J'avais peur. De quoi? Que tu me tiennes pour acquise. Que nous devenions trop confortables et que tu arrêtes de faire des efforts. T'ai-je donné des raisons de penser ça? Non. Mais Sophie n'arrêtait pas de dire que tous les hommes doivent être maintenus sur le qui-vive. Et Caroline disait que j'étais naïf quant au maintien de mon indépendance. Elles ont fait sonner ça comme si je n'établissais pas le contrôle tôt, tu commencerais à mal me traiter. Voilà. La véritable vérité derrière les limites,
les principes et l'intégrité émotionnelle, la peur, emballés dans un langage de développement personnel par des femmes qui avaient vu leurs propres relations échouer. Alors, tu as décidé de me tester. Je suppose que oui. Et quand tu as retourné la situation contre moi, j'ai réalisé à quel point tout cela était manipulateur. Elle se tourna complètement vers moi. Je suis désolé. Je suis vraiment, vraiment désolé. J'étudiais son visage, cherchant des signes que ce n'était qu'une autre stratégie, mais les larmes semblaient authentiques, et la défaite dans sa voix paraissait sincère. Et Sophie et Caroline? Je leur ai dit à toutes les deux aujourd'hui que je ne prendrais plus de conseils relationnels de leur part. Sophie s'est fâchée et a dit que tout était de ta faute pour ne pas avoir joué le jeu. Elle a dit que je devrais te faire choisir entre moi et ta famille. Et que lui as-tu dit? Je lui ai dit qu'elle était folle. Et je lui ai dit de ne plus m'appeler. C'était inattendu. Je ne veux pas nous perdre pour un jeu stupide qui n'allait de toute façon jamais marcher, dit-elle, les larmes commençant à couler. Je t'aime. J'aime notre vie ensemble. Et je suis désolé d'avoir laissé d'autres personnes me convaincre de tout gâcher. Et le truc des limites? J'avais tort. Complètement tort. Vouloir être proche de sa petite amie n'est pas irrespectueux. C'est normal. Et utiliser un langage thérapeutique comme une arme était cruel. Et pour les tâches ménagères. Je ne veux pas d'un assistant personnel. Je veux un partenaire. Si j'ai besoin d'aide pour quelque chose, je demanderai gentiment et j'accepterai que tu puisses parfois dire non, tout comme je pourrais parfois dire non à d'autres choses. Nous avons parlé pendant une autre heure, réglant les détails de ce qui s'était passé et de ce qui devait changer. Au moment où nous sommes allés nous coucher, les choses semblaient plus proches de la normale qu'elles ne l'avaient été de toute la semaine. Cette nuit-là, alors que nous nous préparions à dormir, elle se tourna vers moi. Je peux te demander quelque chose? Vas-y. Comment as-tu su utiliser mes mots exacts contre moi? J'y ai réfléchi un moment. Honnêtement, j'étais juste en colère au début. Mais ensuite, j'ai réalisé que si tu pensais que ces mots étaient raisonnables dans une situation, ils devaient l'être dans toutes les situations. Et quand tu n'arrêtais pas de soutenir que c'était différent, c'est là que j'ai su qu'il ne s'agissait pas vraiment de limite ou de principe. Il s'agissait de contrôle. Elle hocha lentement la tête. Je déteste nous avoir fait subir ça. Et, dis-je en m'asseyant sur le lit à côté d'elle. On a réglé ça. C'est ce qui compte. Elle s'appuya contre moi, et pour la première fois en une semaine, cela semblait naturel au lieu d'être chargé de sens politique. Ça m'a manqué, dit-elle doucement. Qu'est-ce qui t'a manqué? Juste être normaux l'un avec l'autre. Plus tard, elle rentra du travail avec une nouvelle qui changea à nouveau tout, mais d'une manière complètement différente. J'ai eu la promotion, annonça-t-elle, debout sur le seuil de la cuisine avec un immense sourire sur son visage. J'ai failli laisser tomber la tasse de café que je tenais. Directrice marketing. Directrice marketing, confirma-t-elle. Augmentation de salaire, mon propre bureau, tout le tralala. Je traversai la pièce et la pris dans mes bras, la soulevant du sol. Elle rit et me serra fort. Je suis si fier de toi, dis-je. Je n'aurais pas pu le faire sans ton soutien ces derniers mois, dit-elle, surtout après avoir presque tout saboté avec cette absurdité de limite. Nous étions plus forts depuis que nous avions surmonté nos problèmes. Non pas parce que le conflit était bon, mais parce que nous avions finalement appris à communiquer honnêtement au lieu de jouer à des jeux ou de suivre les scripts des autres. En parlant de ça, dit-elle en se reculant pour me regarder, j'ai trouvé quelque chose en nettoyant mon bureau. Elle sortit de son sac à main ce livre, Limite en amour, le même qu'elle lisait mercredi soir, et que je l'avais remarqué emporter au travail dans son sac ces derniers jours. J'allais le jeter, mais j'ai pensé que tu voudrais peut-être le voir d'abord. Je feuilletai les pages, voyant tous ces passages surlignés sur l'indépendance émotionnelle et le maintien de l'identité individuelle. C'était comme lire les preuves d'une scène de crime. Tu sais ce qui est drôle, dis-je en fermant le livre. Certaines de ces choses ne sont pas réellement fausses, juste pas de la manière dont tu les appliquais. Comment ça? Comme, c'est bien de maintenir ses propres intérêts, ses amitiés et son sens de soi. Mais cela ne signifie pas créer une distance artificielle avec son partenaire. Cela signifie être une personne complète qui choisit d'être proche de quelqu'un. Pas quelqu'un qui a besoin de stratégies relationnelles pour se sentir en contrôle.
Elle hocha la tête. Sophie et Caroline ont fait sonner ça comme si les relations étaient des luttes de pouvoir où quelqu'un devait toujours gagner. Eh bien, Sophie a divorcé 2 fois et Caroline est en pleine bataille pour la garde. Peut-être pas les meilleurs modèles en matière de relations. Tu crois, dit-elle en riant. Mon père avait raison. Je demandais à des mécaniciens qui n'avaient jamais réparé une voiture de travailler sur mon moteur. Je jetai le livre à la poubelle. Bon débarras, dit-elle. Alors, que veux-tu faire pour célébrer la promotion? En fait, je pensais qu'on pourrait commencer à chercher des appartements plus grands. Peut-être quelque chose dans un plus beau quartier de la ville. Ça semble être une grande étape. C'est une grande étape, mais je pense que nous sommes prêts pour de grandes étapes. Je la serrai de nouveau contre moi, et elle ne se retira pas ni ne se mit à parler de limites. Elle se fondit simplement en moi comme elle l'avait fait pendant 3 ans avant cette semaine étrange de mars où elle avait temporairement perdu la tête. Je t'aime, dit-elle. Je t'aime aussi. Alors que nous étions là, dans notre petite cuisine du quartier de Batignolles, à faire des projets pour notre avenir, j'ai réalisé quelque chose d'important. Tout ce drame des limites avait en fait rendu notre relation plus forte. Non pas parce que le conflit était bon, mais parce que nous avions appris à communiquer honnêtement, à repérer la manipulation déguisée en développement personnel, et à nous faire confiance l'un à l'autre au lieu d'écouter des voix extérieures. Certaines leçons valent la peine d'être apprises, même si elles sont enveloppées dans un chaos temporaire. Celle-ci en faisait définitivement partie. 6 mois après la promotion d'Amélie, nous avons emménagé dans un magnifique appartement de 2 chambres dans le Marais. 1 an après, je l'ai demandé en mariage. Elle a dit oui immédiatement, sans avoir besoin de consulter des livres ou des amis pour savoir si accepter était compatible avec le maintien de son sens de soi. Nous nous sommes mariés un samedi ensoleillé au parc des Buttes-Chaumont, avec nos 2 familles présentes. Thomas l'a conduite à l'hôtel et, dans son discours à la réception, il a mentionné que les meilleures relations sont bâties par 2 personnes complètes qui se choisissent chaque jour, pas par des gens qui ont besoin de stratégie pour se gérer mutuellement. Sophie n'a pas été invitée au mariage. Ni Caroline. Mais ça, c'est une autre histoire. L'important est ceci, parfois, la meilleure chose qui puisse arriver à une relation est une semaine où tout va mal, parce que c'est là que vous découvrez de quoi vous êtes vraiment fait ensemble. Et